pourquoi va-t-on parler de la dette de la France aussi souvent que nous l'entendons pour le moment? Eh bien, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a un risque que la note de la France soit dégradée. Et deuxièmement, eh bien, on va parler de refinancement de la dette. L'agence fiscale parle de 296 milliards d'euros, mais c'est sans compter le problème de la récession qui, évidemment, va entraîner moins de rentrées. Donc, on parlerait plus de 350 milliards, voire 400 milliards d'euros. Alors, bien, on entend au sein du gouvernement français des différents intervenants s'exprimer à ce sujet-là, que ce soit au niveau de la Cour des comptes qu'au niveau du gouvernement. On aura par exemple Éric Ciotti qui dira que on voit les dettes augmenter et les recettes diminuer, et ils vont même jusqu'à certains points de dire qu'ils commencent à s'inquiéter de la baisse des rentrées et que c'est une chute tout à fait exceptionnelle, que c'est une grande surprise, qu'on ne s'attendait pas à une chute des recettes. Or, il y a déjà la récession qui est là, et ça, on ne peut pas le nier qu'elle est là. Tout le monde n'était pas il ne faut pas être devin pour le deviner, et c'est déjà une des raisons des recettes qui diminuent. Donc, veut dire que c'est une surprise, c'est un peu risible, mais enfin, voilà. D'un autre côté, bien, on a M. Marchovici, qui est président de la Cour des comptes en France, qui lui dit qu'il ne faut pas parler de faillite, que la situation est préoccupante, mais qu'il n'y a pas de faillite à l'horizon. Et d'un autre côté, eh bien, on entend que l'on essaye de trouver des solutions au sein du gouvernement pour éviter que ça ne s'aggrave. Et pour ça, ils sont en train de prendre quand même des réformes qui touchent au chômage, au RSA, en diminuant le poids du RSA sur le budget du gouvernement en imposant 15 heures de travail obligatoire, et également en essayant de faire diminuer la bureaucratie au sein des institutions françaises qui ont pour objectif finalement que d'engager trop de personnel et également de ralentir le fonctionnement du système d'un État. En résumé, eh bien, on se trouve confronté à une situation que tout le monde sent malsaine. On essaye de nous faire croire que ce n'est pas l'endroit où l'on pense être, que la situation est sous contrôle, alors qu'au final, eh bien, on a vraiment l'impression que les finances publiques sont vraiment hors contrôle, que les recettes diminuent et que les dépenses, eh bien, elles sont en train d'exploser. Alors, quelles sont les mesures à prendre? Eh bien, les mesures à prendre pour l'instant, c'est exactement les mêmes à prendre que si on était en état de faillite. Il n'y a pas de différence. La première chose à faire, et que ce soit pour un gouvernement ou pour nous particuliers, notre budget familial, c'est la même chose. Lorsque on a des dettes, il faut essayer de les réduire au maximum. Et comment fait-on? La seule solution, c'est d'augmenter les recettes et de diminuer drastiquement les dettes. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, eh bien, c'est que si l'État français venait à tomber dans un état de faillite, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a plus aucun État qui serait disposé encore à leur prêter de l'argent. Comme on dit toujours, on ne prête qu'aux riches. Dans ce cas-là, eh bien, la France, qu'est-ce qu'elle aurait comme solution? Eh bien, elle n'aurait plus que comme solution que de faire ce que tout le monde doit toujours faire, c'est-à-dire de dépenser dans les limites de son budget. Il ne pourrait plus faire de découvert, il devrait donc être en équilibre entre leurs recettes et leurs dépenses. Or, cela, eh bien, ça n'est plus la règle dans la politique française, mais je vais dire, c'est presque devenu une politique à l'américaine où on aime d'aller au-delà de ses recettes. Eh bien, le dernier budget qui était excédentaire, c'est-à-dire que les recettes dépassaient les dépenses, eh bien, ça remonte à 1954, tout juste 50 ans
entre 2024 et 1974, ça fait plus de 50 ans qu'on vit au-dessus de ses moyens. Et quand on se trouve dans une situation de faillite dans un État et que plus personne ne veut prêter de l'argent, eh bien, la seule solution qui reste, eh bien, c'est de faire tourner la fameuse planche à billets, des billets magiques qui sont la solution à ce type de problème. Une fois qu'on utilise ce mécanisme, eh bien, la valeur de la monnaie va commencer à diminuer et du coup, on va entrer dans un système où il va arriver un système de déflation. La valeur de la monnaie va diminuer. Or, ici, dans le cas de la France, si la situation venait à se produire et qu'on devrait fabriquer des billets en suffisance, vu le contexte de faillite, eh bien, ça serait tout simplement impossible parce que la France ne dispose plus d'une monnaie française, elle n'a plus le franc français, mais elle a l'euro, donc elle n'a pas les pouvoirs pour pouvoir dévaluer son euro. Il n'y a que la Banque centrale européenne qui pourrait le faire, ce qu'elle ne ferait pas, bien évidemment. Donc, la France est donc coincée et n'a d'autre solution que de continuer sur la ligne du crédit. Et cette dette d'État, eh bien, elle se passe dans un contexte qui n'est pas très favorable puisque les taux ayant augmenté, eh bien, les taux d'emprunt sont à des niveaux beaucoup plus élevés qu'il y a 5 ans d'ici où les taux étaient à zéro. Maintenant, ben, on parle de taux de 3 à 4%, mais du taux zéro, on ne l'aura plus. Ils espéraient ramener tout vers 2%, hein, c'était un peu leur chiffre fatidique. Mais bon, plus personne n'y croit, on parle de 3 ou 4%. Donc si vous ramenez la dette française à un taux de 3%, qui serait le minimum qu'on envisage, eh bien, on va se retrouver à des taux de devoir payer rien que des intérêts pour pratiquement 90 milliards. Alors, où va-t-on aller trouver les 90 milliards si on ne sait pas augmenter les dettes? Il y a un moment donné où on ne sera plus ponctionné sur l'État, parce que sur les citoyens, ou bien sinon ça va être la révolution, et ça va arriver un moment. Et si on ne sait pas diminuer les dépenses, parce que si on supprime le chômage, les allocations familiales et des trucs comme ça sera aussi la révolution. Donc, il faut rester posé, équilibré et humble dans ses coupes vis-à-vis des recettes et des dépenses. Et bien, dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une solution pour le gouvernement, c'est d'aller dans leurs propres dépenses. Et là, si on va voir les postes gouvernementaux et que l'on regarde l'ensemble des postes, eh bien là, on se rend compte qu'il n'y a même pas un poste qui correspond à ce montant-là. Il faudrait pratiquement supprimer 2 postes de budget de gouvernement pour arriver à au moins pouvoir payer les intérêts de la dette. C'est même pas payer la dette. Dans ce cas-là, ben, on se demande vraiment comment on va s'en sortir. Et si on en arrive à ce que je vous disais au début, à dégrader la dette de la France, eh bien là, on va se retrouver dans une situation où on dit que la France n'est plus un client très fiable et par conséquent, ben, les prêteurs étrangers ne seront plus enclins à prêter. Et dans ce cas-là, ben, il faut bien à ce moment-là s'en sortir par soi-même. Et comme je vous le dis, ben, les recettes et les dépenses, il y a une limite. Et supprimer des postes gouvernementaux, c'est bien. Ça permettra, si on en supprime 2, d'arriver peut-être à combler une fois les intérêts, mais ça va aussi entraîner un grand nombre de chômage et du coup, ben, moins de rentrées aussi à l'État parce qu'il y aura aussi moins d'impôts. Chaque fois que vous allez mettre des postes et que vous allez fermer des postes, c'est quand même beaucoup de fonctionnaires en moins et par conséquent, eh bien, ça fait augmenter le chômage, etc., la pauvreté et moins de rentrées dans le gouvernement aussi. Et tout cela nous fait penser à un pays en particulier qui a été vers ce système-là, qui est allé à la tronçonneuse. C'est un peu l'image qu'il a donnée pour les élections. C'est notre fameux président argentin, sud-américain, Javier Milei, qui lui, eh bien, il a décidé d'aller à la tronçonneuse au gouvernement et de supprimer tous les ministères qui, pour lui, étaient devenus inutiles dans l'intérêt de l'État pour arriver à renflouer les caisses de son pays.
En faisant ça, eh bien, le président argentin a tout simplement cassé la structure et également la croissance économique qui s'est carrément effondrée. Pourquoi? Parce qu'il a fait une transformation pas possible, surtout dans le marché du travail. Je vous le disais tout à l'heure. Et il ne s'est pas uniquement attaqué au secteur public, il s'est aussi attaqué au secteur privé. Et du coup, eh bien, il a fait diminuer les richesses du pays parce que le secteur privé est encore un secteur qui, lui, peut encore s'adapter aux choix et demandes de chacun. Donc, c'est aussi un des secteurs qui amène le plus de pourvoyeurs de main-d'œuvre. On sait bien que le secteur privé est très important dans l'économie d'un pays. Et par conséquent, lorsqu'on s'y attaque, eh bien, c'est aussi un pilier de l'État qui s'effondre, même si on peut dire que le secteur privé se redresse beaucoup plus facilement que le secteur public. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus enclins à rebondir, à retrouver de nouveaux secteurs et de nouvelles niches en cherchant d'où vient la demande et ce que réclame le citoyen, les clients, et ainsi s'adapter et repartir. L'État, tout ce qui concerne les fonctionnaires, les ministères, c'est un énorme employeur. L'État est le plus gros employeur d'un pays. Alors quand le plus gros employeur commence à liquider son personnel et que le secteur privé, ben, on commence à lui taper sur la tête aussi, eh bien c'est l'effondrement de pays. Donc finalement, il va falloir énormément de temps à l'Argentine pour que tout le monde puisse retrouver une activité, se relancer pour le secteur privé vers des activités rentables. Et en général, dans ces cas-là, je vous l'ai déjà dit, on va toujours vers un secteur qui sont soit du low cost ou tout ce qui touche à l'alimentation, au chauffage, etc. Il faut revenir à des matières de base pour pouvoir s'en sortir. Et je me demande si c'est déjà pas ça que nous voyons dans notre pays, et j'imagine en France aussi. Vous savez pendant le Covid qu'il y a eu énormément de magasins bio qui se sont installés avec des prix plus chers, mais c'était soi-disant meilleur pour la santé et c'était aussi meilleur pour la pollution et ça permettait d'avoir un commerce local et on les voit tous fermés les uns après les autres. Pourquoi? Parce que la population maintenant a retrouvé des alternatives, se nourrir moins cher ou se nourrir bio. Et le moins cher n'étant pas bio, ben les gens s'en foutent un peu parce qu'avec la crise et l'inflation, eh bien, ce qui compte pour eux, c'est pas de manger sain, mais c'est d'avoir quelque chose à manger dans l'estomac. Et je pense que déjà, cette notion-là, elle est en train de prendre le dessus, que finalement, eh bien, il va falloir réadapter son commerce et la manière de travailler en pensant que finalement, eh bien, nous nous trouvons dans une situation de survie et plus dans une situation où on va vers l'accessoire et le luxurieux. Alors, est-ce que la France va arriver jusque-là à couper dans les postes étatiques et les postes de l'État et dans les ministères? Ce n'est pas encore pour tout de suite. Ce type de mesure est toujours prise comme la mesure de la dernière chance quand tout a été essayé et que c'est la fin. Et pour pouvoir y arriver sans que ça soit une révolution, parce qu'il faut bien dire qu'en Argentine, eh bien, le peuple était favorable à ça, il faut obligatoirement eh bien, que la souffrance de la mesure qui est prise par le gouvernement soit moins forte que la souffrance qu'est en train de vivre le peuple depuis des années. Et on retrouve ce même mécanisme également dans d'autres secteurs. On peut parler de l'Équateur avec le président Noboa, mais également en Salvador avec Bukele, qui ont fait des états d'urgence en mettant l'armée et en allant même jusqu'à supprimer les droits de l'homme et la protection privée des propriétés pour assurer la sécurité du pays qui est mise à mal par les disputes entre gangs. Et le peuple, voyant tellement qu'il souffre avec la mort de voisins, d'un père, d'un mère, d'une soeur, qu'on ne sait plus aller faire ses courses sans se faire tirer en pleine rue et étant en plein milieu d'une fusillade, eh bien le peuple accepte tout simplement que l'armée soit présente, de vivre en état d'urgence et de vivre finalement en ayant ses droits les plus fondamentaux bafoués. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada, que es el Estado, el gran curro y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, afuera. Ministerio de Transporte, afuera.
Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. Donc on a l'air plutôt de cacher, d'éviter d'avoir peur. Donc tant que c'est comme ça, bien ça veut dire qu'on n'en arrivera pas encore à des situations aussi extrêmes, même si un jour, peut-être, y serons-nous peut-être les premiers à voir cette situation se réaliser également en Europe. Il faut également ajouter, et on l'oublie souvent, que l'État n'est pas seulement présent dans les ministères avec ses fonctionnaires, mais que l'État aussi partie prenante dans des services de collectivité tels que, par exemple, les hôpitaux, la police, les écoles, les garderies, etc. Et que dans des situations pareilles, vous imaginez que si on commence à venir couper dans des budgets, dans des postes à ce niveau-là, ne plus être soigné, ne plus avoir d'enseignement, ne plus avoir de garderie, ne plus avoir de sécurité dans les rues, eh bien, c'est vraiment quelque chose d'apocalyptique. Donc, vous comprenez bien que couper dans le budget, dans les postes de l'État, eh bien, ce sera vraiment à l'extrême limite avant que le pays soit étranglé de manière définitive. Et pour en arriver là, il faut que le peuple soit d'accord et soumis. Et pour cela, eh bien, il faut lui faire avoir peur. Et jusqu'à présent, eh bien, rassurons-nous, ils font tout le contraire. Donc, ouf, on va encore respirer. C'est pas encore pour aujourd'hui. Ça sera peut-être pour demain. Alors, comme conclusion, 1. Eh bien, il ne faut surtout pas tenir compte du ratio dette-PIB pour la bonne raison que c'est grâce à l'inflation que le PIB augmente plus vite que la dette, ce qui fait qu'on a l'impression que la dette va mieux, mais c'est totalement faux, ce n'est en fait qu'une réalité mathématique et ce n'est nullement une vision de ce qui se passe pour l'instant. Donc ne tenez jamais compte lorsque l'on vous parle du fameux ratio dette-PIB. 2. Nous sommes pour l'instant en récession et l'on voit les premiers signes de sortie de récession se manifester. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos où je vous disais que la récession, on pouvait anticiper sa sortie lorsque l'on voyait une augmentation du nombre de chômeurs et de fermetures d'usines. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Énormément de chômage, de licenciements collectifs, de restructuration, de fermeture d'entreprises. Donc tout le monde se repositionne parce qu'on sait que d'ici 3 à 6 mois, eh bien, la récession va se terminer et que de nouveau, on va rentrer dans une phase d'inflation, une inflation structurelle qui risque d'être encore assez forte. Évidemment, revenir au taux zéro, il ne faut pas s'imaginer, on ne reviendra plus jamais. En tout cas, je crois qu'on ne le verra plus, nous, en tant que vivants, ayant 50 ans, je ne crois pas que je le verrai encore. Mais on s'attend à ce que l'on soit vers une inflation vers 3-4%. Les 2% qui parlaient, je vous renvoie ça des vidéos précédentes, je crois qu'il ne faut pas en tenir compte non plus, c'est trop bas. On se situera entre 3 et 4% et avec une inflation donc qui sera quand même assez conséquente puisqu'on parle toujours qu'à partir de 5, on entre dans une inflation accélérée. 3, ils ont évidemment intérêt à ce que les taux ne restent pas trop longtemps élevés parce que sinon, eh bien, ils risquent d'avoir une crise inévitable. Évidemment, ceux qui sont déjà mal partis comme la France, l'Allemagne, etc., eh bien, eux, ce seront les premières victimes de ce taux qui sera resté trop longtemps élevé, mais aussi l'Union européenne, puisque à la longue, eh bien, la crise sera inévitable aussi pour tout le continent européen. Donc, ils ont intérêt à commencer à baisser les taux et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, on prévoyait de faire 10 décembre au cours de l'année et maintenant on parle déjà plus que de 1 ou 2 diminutions. Donc, il faudra quand même qu'à un moment donné, ils se décident à baisser les taux s'ils ne veulent pas qu'il y ait une catastrophe européenne, mais également à l'échelle mondiale. Enfin, le point suivant, eh bien, puisque, comme on vous l'a dit, eh bien, la France est presque quasi en faillite, ou plus ou moins en faillite, ou sur le chemin de la faillite, eh bien, elle a obligatoirement besoin de prêteurs. Ça ne veut pas se retrouver en défaut de paiement. Et ces deux plus grands prêteurs extérieurs à la France, eh bien, c'est la Banque Centrale Européenne et, en deuxième lieu, BlackRock.
Alors, il faut également bien se rendre compte que les prêteurs étrangers, eh bien, ne sont plus aussi enclins à prêter à la France, à part les deux que je viens de vous citer, et ça se remarque sur les graphiques où on voit le nombre de prêteurs commencer à diminuer de plus en plus. Et si on en arrivait à évidemment baisser la note de la France, qui est pour l'instant à AA+, eh bien ça n'encouragerait pas les emprunteurs étrangers à se lancer à prêter de l'argent à la France si on commence à dire qu'elle n'est plus aussi bien cotée que par le passé. Il y a une agence canadienne, la DARS, qui a la semaine passée confirmé que pour elle, on ne bougerait pas la notation de la France, qu'elle resterait à AA+. Pourquoi? Parce que pour elle, eh bien, toutes les propositions avancées par la France, ce sont des propositions qui ne sont pas farfelues, que c'est tout à fait réaliste et qu'elle parviendra à réaliser ce qu'elle a proposé et que par conséquent, on peut maintenir la note de AA+. Alors, est-ce que Moody's tiendra le même langage le 26 avril? Eh bien, ça, c'est ce que nous verrons. Les prêteurs extérieurs à la France qui, de plus en plus, sont réticents à prêter et se tournent plus vers des obligations à court terme où il y a beaucoup moins de risques que des obligations à long terme. Ça aussi, ça se voit. Donc, on voit vraiment qu'il y a une crainte quand même vis-à-vis des prêteurs étrangers vis-à-vis de la France. Et quand il n'y a plus de prêteurs, eh bien alors là, on entre dans les dernières mesures de la dernière chambre. Et ça, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Tout cela tiendra, à mon sens, tant qu'il y aura de la peur, que ce soit par une sorte ou par l'autre. Et le problème, à mon avis, du défaut de paiement de la France ou d'autres pays, eh bien, apparaîtra lorsque nous serons en période, eh bien, de paix. Une fois que le retour à la paix sera enclenché, quelles que soient les circonstances à l'origine du côté exceptionnel des dépenses, eh bien, il faudra prendre une décision, soit d'aller vers le remboursement, parce que un jour ou l'autre, ben, il faut bien finir par rembourser tout ce qu'on a édité comme monnaie ou qu'on a emprunté. Ou, deuxième solution, eh bien, on se retrouve dans une situation où l'État n'est plus en mesure de savoir rembourser par lui-même parce qu'il n'a pas assez de recettes et n'a pas su limiter ses dépenses. Et il se retrouve aussi que même ses postes budgétaires, il n'arrive même plus à couper dedans. Et bien dans ce cas-là, il se retrouve dans une situation un peu à l'Argentine ou au Liban, où il se retrouve en défaut de paiement. Le défaut de paiement, eh bien, il peut être vu de deux manières différentes et vécu de deux manières différentes. Il y a la manière la plus honorable, dirons-nous, c'est celle de se dire, ben, figurez-vous que c'est endetté parce qu'on a eu des circonstances qu'on n'aurait jamais pu imaginer qui sont tombées sur le dos, une météorite qui tombe sur la Terre, un virus XYZ, un méchant pays qui est venu nous attaquer, ce sont des circonstances à laquelle on n'aurait jamais pensé, et donc on s'est endetté pour la bonne cause, c'est pas de notre faute, il a bien fallu qu'on se défende, et donc on s'en sort avec une faillite, mais c'est pas de notre faute, donc les circonstances sont plus honorables et c'est plus facile à faire passer la pilule que la deuxième façon de faire un défaut de paiement, qui est celui de la négligence, de l'incompétence, de l'égoïsme. Et ça, c'est la méthode la moins honorable parce qu'on n'a pas de cause ni de raison à dire. Il n'y a que de la responsabilité, de la mauvaise gestion. Et comme vous l'aurez compris, eh bien, les pays, eh bien, vous essayez de sortir avec la meilleure image qui soit. Et la meilleure image qui soit, eh bien, c'est la première méthode, c'est la méthode honorable. Donc, une guerre, un état de guerre, une circonstance exceptionnelle qui sort de nulle part, eh bien, c'est la cause toute trouvée pour faire passer la pilule d'un défaut d'un état. Abordé par la fameuse boucle de Ray Dalio qui nous dit qu'après le déclin économique, eh bien, il y aura une planche à billets qui va fonctionner à tour de rôle, qui sera suivie par une période de conflit interne, guerre civile,
conflits internationaux extérieurs, etc. Que quatrièmement, la quatrième étape, eh bien, il y aura une restructuration de la dette. Et enfin, tout reviendra dans l'ordre et il y aura un nouvel ordre mondial qui fera son apparition. On vient à nous dire que depuis longtemps, quand on avait entendu à la période Covid le président Macron dire « Nous sommes en guerre », rappelez-vous de cela, c'est le bon moment. Ça veut bien dire qu'on a une cause toute trouvée. Bien à l'origine, on pourra toujours dire que c'est ce machin-là qui nous a mis dans le bazar. Et on rappellera aussi que la loi de réquisition qui a été votée pendant l'été 2023 n'est peut-être pas anodin non plus, puisqu'on a changé les compétences de guerre, puisque avant en France, pour qu'une réquisition soit imposée par un pays, il faudrait qu'on attaque la France. Or, en modifiant la loi des réquisitions, ça permet de réquisitionner plus souvent et dans de plus grands nombres de circonstances, parce que ce n'est plus seulement la France qui serait obligée de se défendre, mais maintenant elle pourrait également réquisitionner, pas seulement pour se défendre, mais aussi défendre des limites territoriales. Et là, c'est quand même assez flou l'explication qu'on en donne, mais pourquoi pas défendre les limites de l'OTAN? Pour ma part, je serais de tendance à dire qu'il n'y a pas de risque de faillite de la France pour le moment, parce que tant qu'on est en bisbrouille avec notre tigre de Sibérie, eh bien, nous pouvons être rassurés. La Banque centrale européenne n'arrêtera pas de déverser son flux d'argent pour soutenir la bonne cause et pour sortir de cette situation avec une belle image honorable de je ne suis pas responsable, c'était des circonstances indépendantes de ma volonté. Voilà, donc l'endettement de la France et la faillite de la France, c'est pas encore pour tout de suite, c'est pas aujourd'hui, mais ce sera peut-être un jour, mais pas en 2024. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à la prochaine.